Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, responsabilité, créativité et authenticité. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses, performantes et engagées, mais essoufflées par un quotidien survolté et qui aspirent à enfin faire les choses à leur manière. Je les accompagne à mettre plus de jeu et moins d'enjeux dans leur quotidien et à se composer une vie choisie, épanouissante, une vie qui leur va comme un gant. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et avec le podcast Avez-vous choisi, je vous propose d'explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers 3 formats. Le billet, où je partage des questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. L'éclairage, où j'échange avec des auditeurs qui se sentent dans une impasse et qui souhaitent bénéficier de mon éclairage pour activer leur fonction anti-brouillard. Et la conversation, où je vous invite à faire la connaissance d'une personne et de son précieux supplément d'âme. Une personne dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire de vos choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Dans cet épisode, je vous partage ma conversation avec Céline Alix, autrice du livre « Merci mais non merci », comment les femmes redessinent la réussite sociale aux éditions Payot. Aujourd'hui, Céline est traductrice juridique à son compte et avant cela, elle était avocate et elle a choisi de raccrocher sa robe en 2009. Sur le papier, pourtant, tout allait bien. Elle affichait une belle réussite dans un prestigieux cabinet d'avocats. Pourtant, comme un nombre grandissant de femmes, elle a choisi de quitter les rails de la vie professionnelle dans lesquels elle s'était insérée à la sortie de ses études. Dans son livre, Céline s'appuie sur sa propre expérience et sur les conclusions de l'enquête qu'elle a menée auprès d'une 50aine de femmes. Elle y explore les raisons qui amènent des femmes professionnellement accomplies et reconnues à faire le choix de quitter l'autoroute des belles carrières toutes tracées. Je fais partie de ces femmes qui, à un moment donné de leur carrière, ont dit « merci mais non merci », comme le dit si bien le titre du livre de Céline. Je sais combien la lecture de ce livre a été une forme de reconnaissance et de soulagement pour beaucoup de femmes qui, comme moi, ont vécu ce passage dans leur vie professionnelle. Des femmes avec qui j'ai échangé et qui m'ont dit « mais attends, on parle de moi là, je ne suis pas toute seule en fait ». Et cette sensation d'appartenir à un groupe et de ne plus être l'ovni de service dans son environnement professionnel et parfois personnel est à la fois apaisante et exaltante. Ce qui m'a donné très envie d'échanger avec Céline, ce sont à la fois les points communs et les différences qui nous ont amenés toutes les deux à dire à un moment donné « merci mais non merci » dans nos parcours professionnels. De mon côté, je ne me suis pas reconnue dans les récits de départ par dépit, où certaines femmes ont le sentiment d'avoir jeté l'éponge et d'avoir échoué d'une certaine manière. Quand je me suis positionnée ainsi, ça a été clairement un choix affirmé et très serein. Mon histoire, c'est celle d'une bonne élève qui travaille bien, vite et beaucoup, qui a réussi tôt dans la vie, selon les critères de la société actuelle, et qui a su aussi très tôt que l'essentiel, c'était de réussir sa vie selon sa propre grille de référence. Avant 30 ans, j'étais membre d'un comité de direction dans un grand groupe, et mes pairs avaient 10-15 ans de plus que moi. J'ai adoré cette première période de vie professionnelle où j'ai appris énormément, où j'ai eu la chance de rencontrer des managers, des mentors, des pairs qui m'ont fait confiance, qui m'ont inspiré, qui m'ont encouragé. J'ai grandi, j'ai eu des missions passionnantes, j'ai fait des rencontres qui ont été fondatrices pour ma vie professionnelle, mais aussi pour ma vie personnelle, et j'ai été reconnue et promue. J'étais donc lancée sur l'autoroute des grands postes à responsabilité, et j'ai eu la chance d'être entourée de pairs qui étaient devant moi en termes de parcours. J'ai beaucoup appris d'eux, à la fois professionnellement bien entendu, mais aussi par observation. J'ai beaucoup appris en creux et en volume sur ma propre définition de ce qu'était réussir sa vie. Parce que la vie que la plupart des personnes autour de moi vivaient ne me faisait pas envie pour moi à moyen et long terme. Or, les rails sur lesquels j'étais positionnée me menaient tout droit vers ces vies-là. Le rythme que j'avais professionnellement était très soutenu, physiquement très exigeant, et j'avais l'intime conviction que c'était un rythme, une cadence, épuisant, asséchant dans la durée. Un rythme que je n'allais pas pouvoir ni vouloir d'ailleurs tenir indéfiniment.
À l'époque, je n'étais pas encore maman, mais je me disais qu'un jour, je voudrais probablement fonder une famille et je n'avais pas envie que ma vie professionnelle écrase ma vie personnelle et vice-versa. Et le problème, c'est que je ne voyais pas comment j'allais pouvoir faire cela dans le contexte qui était le mien alors. Et puis, le moment de changer de vie professionnelle est arrivé. Je voulais une vie choisie, épanouissante, fondée sur des bases durablement saines et à un moment donné, il a été temps pour moi de tracer une autre voie. C'est ce que j'ai affiné au fur et à mesure de la suite de mon parcours et c'est ce qui m'a amené à me lancer à mon compte. Partir de qui je suis, me créer une vie sur mesure dans laquelle je choisis tout et où je crée mes propres règles du jeu, voilà ce qui me réjouissait. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas de hasard, la sérielle choisisseuse que je suis accompagne des personnes accomplies qui ont réussi dans la vie, comme on dit, et qui ont désormais à cœur de se construire une vie choisie. Aujourd'hui, nombreuses sont les personnes qui se sentent à l'étroit dans les cases et les codes du monde du travail classique, qui reposent en grande partie sur la culture de la performance et de l'efficacité à tout prix, avec course dans la roue du hamster incluse. L'épidémie de burn-out est indéniable, la culture de la performance essouffle et assèche toujours plus de personnes en quête de davantage de sens dans leur vie. Des femmes et des hommes de tous âges ne veulent pas ou plus se contorsionner dans un système et dans un modèle de réussite professionnelle dans lequel ils ne se reconnaissent pas. De nouveaux codes de réussite se dessinent, émergent et s'incarnent parce qu'un nombre croissant d'actifs, femmes et hommes, aspirent à une vie professionnelle davantage en accord avec leurs aspirations profondes et leur singularité. Les personnes accomplies qui se tracent une nouvelle route professionnelle ont su entrer d'abord dans un moule, comprendre et s'approprier les codes et les règles de ce monde, ont su se mettre sur les rails dans un domaine d'activité qu'elles ont d'ailleurs choisi au départ. Ces personnes se sont dépatouillées un bon moment avec les règles du jeu en vigueur dans le monde professionnel qu'elles avaient rejoint. Elles ont souvent eu la sensation de surnager et de devoir déployer beaucoup d'énergie pour cela. Et puis, à un moment donné, elles ont réalisé que les coûts étaient plus élevés que les bénéfices et qu'elles aspiraient à autre chose. À un moment donné, ces personnes accomplies qui tracent leur route professionnelle choisissent de ne plus se suradapter au système et au fonctionnement habituel et elles ont l'intime conviction que la construction d'un autre modèle professionnel qui leur ressemble est possible, moins en force, plus dans le respect de soi, de son rythme et de sa singularité. Au cours de notre conversation, Céline et moi parlons entre autres de nos parcours, similaires et différents, qui nous ont toutes les deux amenés à dire à un moment donné « merci mais non merci ». Des différentes étapes qui mènent au choix de quitter l'autoroute des carrières prestigieuses, de combien parfois être choisi ne suffit plus et de l'envie de tout choisir, du choix de dépoussiérer et de réinventer les codes du monde du travail et de la réussite, ou encore de critères de réussite, de sources d'inspiration et du champ des possibles. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Céline. Bonjour. Bienvenue dans Avez-vous choisi? Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour échanger dans le cadre de la sortie de votre livre qui s'intitule « Merci mais non merci. Comment les femmes redessinent la réussite sociale ». Bienvenue parce que c'est un sujet qui est très lié bien évidemment à la question du choix et à cet enjeu autour de ce fameux équilibre vie personnelle, vie professionnelle, qui est une question qui résonne beaucoup pour beaucoup de personnes, probablement encore plus par les temps qui courent où on assiste à cette porosité en fait des frontières entre vie personnelle et vie professionnelle avec ce fameux télétravail / école à la maison. Donc voilà, ces questionnements autour de qu'est-ce que ça veut dire réussir ma vie, qu'est-ce que ça veut dire réussir ma vie professionnelle, ce sont des questionnements qui reviennent beaucoup en ce moment. Donc je suis ravie qu'on puisse en parler ensemble aujourd'hui. Je suis ravie aussi d'être là. Donc votre livre, Merci mais non merci, comment les femmes redessinent la réussite sociale, c'est d'abord un livre qui part d'un constat qui est qu'il y a un nombre croissant de femmes qui démissionnent, qui quittent des postes prestigieux. Ça a été d'abord un phénomène assez... un phénomène de pionnière dans un premier temps, et puis on voit ce phénomène qui s'accélère de plus en plus. On parle maintenant plutôt d'une tendance d'ailleurs. Et j'avais envie de commencer par le fait que ce livre, il est d'abord né de votre propre parcours,
puisque vous étiez avocate de formation, vous avez été avocate dans des cabinets prestigieux. Et puis en 2009, vous avez choisi de raccrocher la robe, comme on dit, et de créer votre société de traduction juridique. Donc, comment est-ce que vous êtes passé de votre propre parcours, finalement, à l'idée, au choix d'écrire un livre qui prenne cette forme d'une sorte d'enquête presque sociologique et d'une étude d'une tendance? En fait, c'est vraiment né d'un constat personnel, c'est-à-dire que à cette époque de ma vie, donc moi, ça faisait à peu près 8 ans, oui, que j'exerçais la profession d'avocat, et je voyais qu'autour de moi, j'ai envie de dire, ça tombait comme des mouches, c'est-à-dire que j'étais pas du tout la seule à envisager de sortir de ce métier, mais je voyais des dizaines de femmes qui raccrochaient la robe, qui abandonnaient ce métier, alors que il faut savoir qu'en droit, pendant les études de droit, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, et il y a même en France beaucoup plus d'avocates que d'avocats, c'est-à-dire que sur les 1800, par exemple, je vous donne un exemple, à l'école du barreau de Paris, il y a à peu près 1800 avocats qui sortent de l'école par an, et il y a 60% de femmes dans ces promotions. Donc, il y a beaucoup plus de femmes pendant les études et j'allais dire parmi les juniors dans les cabinets d'avocats. Il y a vraiment une parité, et plus on monte dans la hiérarchie, moins on trouve de femmes au poste d'associés, qui sont donc les chefs, j'ai envie de dire, des cabinets d'avocats. Donc, moi, ce constat, ça m'a toujours frappée. Voilà. Et au fil des années, je continue de voir que les femmes quittent cette profession par dizaines. Et ça m'a vraiment marquée et choquée. Et je me suis dit, c'est quand même dommage qu'on ait fait tout ça pour ça, que le mouvement féministe ait remporté toutes ces batailles, etc., pour qu'on en arrive à finalement, une fois qu'on est là-haut, vouloir sortir du système, parce qu'en fait, le système ne nous convient pas. Donc, c'est vraiment parti de ce constat-là, et de l'envie d'en parler, parce qu'évidemment, ces femmes qui quittent ces professions, alors qui ne sont pas limitées en plus à la profession d'avocat, puisque quand j'ai commencé à réfléchir au sujet, je me suis aperçue que ce n'était pas du tout ce métier-là qui était en cause, mais qu'en fait, il y avait dans les grosses entreprises plein aussi de femmes qui quittaient des professions de directrice juridique, directrice de la com, directrice marketing, directrice générale. Enfin, c'était vraiment pas limité à mon métier. Et je me suis dit, il faut en parler, parce que finalement, ces femmes, elles ne sont pas dans les statistiques, puisque par définition, elles démissionnent, donc elles quittent une société ou un cabinet. Mais voilà, il n'y a pas de chiffres sur ces départs, où elles vont, qu'est-ce qu'elles font, etc. Donc voilà, j'ai vraiment eu envie de parler de ce phénomène. Et je pense que dès le départ, j'avais l'idée que c'était finalement un phénomène plus général et qui révélait un problème dans le monde du travail actuel, en fait, c'était pas lié à des personnes, c'était pas des cas isolés, mais c'était vraiment une tendance, comme vous disiez, qui reflète des défaillances, des problèmes dans le monde du travail aujourd'hui. Et alors, comme beaucoup de femmes qui ont la quarantaine, qui ont fait carrière très jeune dans des grands groupes, à des postes prestigieux, comme on dit, et qui ont pris d'autres chemins à un moment donné de leur carrière, moi, je me suis beaucoup reconnue dans votre livre. Et justement, vous disiez quelque chose à l'instant qui, pour moi, est très important, c'est qu'il n'y a pas de chiffres, il n'y avait pas de chiffres jusqu'à présent, jusqu'à votre livre en tout cas, et c'était un phénomène qui semblait être davantage une forme d'épiphénomène, avec finalement un ressenti aussi personnel pour les concernés, d'être un petit peu le vilain petit canard qui est dans son coin et qui n'a pas dû bien comprendre les règles du jeu et qui ne s'y retrouve pas et qui, du coup, va faire autre chose. Et en fait, à la lecture de votre livre, non seulement, et je ne suis pas la seule parce que j'en ai parlé autour de moi aussi pour des personnes qui ont le même profil, il y a eu deux réactions principales, c'est-à-dire d'abord, on parle de moi. Et deuxième chose, il y a une forme de soulagement, en fait, à se dire, c'est pas juste moi, il y a quelque chose de l'ordre d'un mouvement, d'une tendance. Alors oui, bien sûr, on a été dans des formes on a été des pionnières au sens où c'était un mouvement qui a commencé avec notre génération, on va dire, véritablement. Et puis, là, en fait, avec votre livre, vous permettez aussi, je pense, une forme de reconnaissance et donc d'appartenance aussi à un groupe.
qui se dit, en fait, j'étais pas toute seule, il y avait du monde autour de moi. Et donc, je pense que ça a permis déjà ça. Donc, tout ça me fait me demander, puisque votre livre est sorti maintenant il y a quelques mois, il y a 2 mois, je 2 mois crois. et demi, oui. 2 mois et demi. Comment est-ce que justement il a été reçu, votre livre? Quelles sont les réactions principales que vous avez entendues, accueillies C'est très intéressant parce que justement, je voulais l'évoquer. Donc, effectivement, il y a 2 aspects. Je pense que pour beaucoup d'entre nous qui avons fait ce pas de côté, effectivement, il y a cette idée qu'on était seul, que c'était notre problème, qu'on n'arrivait pas à s'adapter et que donc c'était nous qui avions un problème. Donc, je pense que le livre a permis de montrer que non, le problème, c'était pas nous, mais le problème, c'était le système dans lequel on était. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, j'ai eu pas mal de retours de femmes qui m'ont dit, mais oui, c'est exactement ça, etc. Avec une étendue d'âge à laquelle je m'attendais pas. Je pensais que ça allait concerner des femmes effectivement entre 40 et 50 ans, mais en fait, j'ai pas mal de jeunes femmes qui se reconnaissent, alors même qu'elles n'ont peut-être même pas été jusqu'au bout du raisonnement. Et donc ça, c'était étonnant. Et puis surtout, j'ai pas mal d'hommes qui disent, mais moi aussi, je ressens ça. Et donc ça permet aussi, je pense, de libérer les hommes qui n'ont pas non plus forcément envie d'être dans dans la définition de la réussite comme on pouvait la connaître jusqu'alors. Et ça va permettre aussi, je pense, à beaucoup d'hommes, jeunes ou moins jeunes, de aussi se sentir concernés et de ne pas se sentir comme le vilain petit canard, effectivement, qui ça, moi, chez moi, a été un sentiment très fort et je pense chez pas mal de gens aussi. Donc ça, c'est très intéressant, cette réaction aussi de la part d'hommes qui disent « mais nous aussi, on est concernés ». Et d'ailleurs, dans le livre, j'ouvre effectivement sur les hommes et je continue à dire que le problème ne vient pas de la personne, mais qui vient du système. Donc, effectivement, il n'y a pas de raison pour laquelle les hommes ne pourraient pas se sentir concernés. Ça m'a étonnée parce que je ne m'attendais pas à autant de réactions de la part d'hommes également. Ce qui est intéressant également, c'est que justement, dès le démarrage du livre, vous parlez justement de ce sentiment d'échec que vous avez ressenti un long moment, d'avoir l'impression d'avoir vraiment quitté le navire, d'avoir abandonné, d'avoir lâché, en fait, comme si c'était vous qui aviez eu un problème finalement et que vous n'avez pas su tenir. Oui. Parce que là où je voulais justement mettre en résonance nos parcours, c'est que vous évoquiez tout à l'heure ces jeunes filles un peu plus jeunes qui ne vont peut-être pas jusqu'au bout de ces grands postes prestigieux. En fait, je crois que moi, pour le coup, ça a été mon cas, c'est-à-dire que comme vous, comme les profils que vous décrivez, moi, j'ai eu aussi une carrière dans des grands groupes très fulgurants, rapide, enfin, ce qu'on appelle l'autoroute un peu au potentiel, identifié, donc avec toutes les… Voilà, c'est le boulevard quasiment, on sait quelle est la prochaine étape, etc. Et je me souviens d'avoir eu vraiment un moment de grande lucidité, de me dire, en fait, jusque-là, c'est génial, j'apprends plein de choses. Donc, toute cette phase un peu d'exaltation, vous évoquez d'ailleurs dans votre livre, sur cette phase d'intégration où on apprend énormément, on est reconnu parce qu'en tant que personne engagée, qui travaille bien, vite et bien, etc., on rentre dans le système, on sait faire, hein, en tant que, comme vous le dites très bien, ancienne, très bonne élève, qui sait rentrer, qui sait comprendre les contraintes, les attentes et les besoins. Et puis, en même temps, moi, à l'époque, je n'avais pas d'enfant encore et j'avais un projet d'avoir une famille. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais des pères, hommes et femmes d'ailleurs, autour de moi qui étaient beaucoup plus âgés que moi, 10, 15, 20 ans de plus que moi. Et du coup, que j'ai beaucoup observé. Et je me suis dit, là, ce fonctionnement-là que j'ai aujourd'hui, il est exaltant à plus d'un titre, mais il est aussi très fatigant. Est-ce que je vais savoir tenir ce rythme-là très longtemps? Et la réponse a très vite été non. Et puis surtout, à quel prix? Et surtout, je n'avais pas envie de payer le prix d'une vie de famille qui soit tronquée, voire inexistante, quoi. Et donc, je me souviens vraiment d'avoir eu cette conversation avec des collègues, alors pas des pairs, mais plutôt dans des gens de mon âge, pour le coup, dans des équipes, de dire, moi, vraiment, réussir dans la vie, c'est génial. Je l'ai fait très tôt, je vois ce que ça donne, il y a plein de points très positifs. Et en même temps, ma priorité, c'est de réussir ma vie selon mes propres critères de référence. Et donc, je suis partie finalement, pas du tout sur un sentiment d'échec, mais avec la conviction que c'était important dans mon parcours de savoir ajuster ma place professionnelle en fonction de mon envie d'équilibre global.
Et je me suis posé la question justement de l'échantillon, au regard de tout ça, de l'échantillon de femmes que vous avez choisi d'interroger dans le cadre de votre enquête. Et vous avez finalement pris le parti d'écouter, de suivre des femmes qui avaient une éducation familiale avec donc un père qui avait eu une réussite brillante aussi dans le monde des affaires, on va dire au sens large, et puis une mère qui avait aussi une activité professionnelle, mais qui s'était principalement attelée à accompagner la vie de famille, en fait. Du coup, est-ce que vous diriez que cette envie d'aller au bout que vous avez eu jusqu'au dernier moment et ce sentiment d'échec que vous avez porté un moment, il vient de votre parcours familial, de toute cette image de voilà, qu'est-ce que c'est que la réussite et comment est-ce que je vais essayer de concilier toutes les injonctions? Oui, je pense qu'il y avait de ça. Et alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que les femmes que j'ai choisi d'interviewer, je les ai pas choisies parce qu'elles avaient des pères qui avaient réussi, etc. Mais il s'est trouvé qu'en fait, pour beaucoup, elles avaient été élevées effectivement dans une famille où le père avait très bien réussi selon les critères classiques. Et leur mère commençait enfin, certaines travaillaient à mi-temps, certaines avaient des carrières et certaines étaient encore mères au foyer. Donc, on était vraiment à cette jonction entre où leur mère commençait à s'émanciper professionnellement. Mais c'est intéressant ce que vous dites sur votre propre parcours, c'est que vous avez eu des rôles modèles autour de vous qui vous ont amené à cette réflexion finalement assez rapidement, alors que je pense que toutes les femmes que j'ai interviewées, et moi y compris, nous on était sur une autoroute, l'autoroute de la réussite, sans modèle alternatif en fait. Donc finalement nous, le seul modèle de réussite qu'on nous proposait, donc il n'y en avait qu'un, et voilà, c'était celui-là qu'il fallait suivre. Alors vous, ce qui est intéressant, c'est que vous avez très tôt finalement été entouré d'autres modèles, et c'est ce qui vous a permis de réaliser plus rapidement finalement que c'était pas ce que vous vouliez. Donc ça, c'est intéressant, je trouve. Oui, et c'est vrai que pour le coup, ce qui a fait écho par rapport, c'est surtout cette notion de rôle modèle en creux, c'est-à-dire c'est des personnes qui vivaient bien ou moins bien leur équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Mais en tout cas, ce qui était pour moi, j'apprenais beaucoup. En fait, j'étais hyper attentive à apprendre à la fois professionnellement, mais aussi des postures et de quelle vie en fait ces personnes-là ont. Et donc, en gros, globalement, qu'est-ce qui m'attend dans 10 ans, 15 ans, 20 ans et effectivement, ça a été vraiment me dire en creux. En fait, c'était un peu… Et donc, cette phrase que vous avez choisie pour le titre de votre livre, « Merci, mais non merci », c'était vraiment ça. Et je me suis retrouvée à dire ça avec beaucoup de simplicité, de lucidité, pas du tout dans une logique d'échec, mais à me dire, en fait, moi, ça va pas le faire, en fait. Et vraiment d'avoir un choix de comment est-ce que j'ai envie de créer une vie d'équilibre plus globale. Mais ça résonne complètement avec, par contre, effectivement, avec quel modèle j'ai grandi, et en l'occurrence, avec la valeur travail très, très forte aussi, mais avec la valeur travail qui dit si tu travailles bien, tu réussiras. Moi, c'est vraiment, voilà, j'étais plutôt dans les premières générations, enfin la première génération à atteindre ce niveau de réussite sociale, assez, voilà. Mais par contre, avec toujours cet enjeu de prends soin de ton équilibre global. Ça, c'était vraiment le point essentiel. Et avec un papa, par exemple, qui avait demandé, alors que ça n'existait pas à l'époque, mais il voulait bousculer un peu les lignes, à ma naissance, il voulait prendre un congé paternité. Ah oui. Donc voilà, donc j'avais ce modèle-là et du coup, effectivement, tout ça m'a fait me questionner. Mais j'ai trouvé très intéressant justement les 3 catégories, les 3 étapes finalement que vous avez identifiées au regard des parcours que vous avez décryptés. C'est cette première phase d'intégration où voilà, c'est cette motivation, on est dans l'appropriation. Exaltation, oui. Exaltation, on apprend, c'est hyper intéressant parce qu'on se nourrit de plein de choses. Deuxième phase de désengagement, où là, il y a des choses qui commencent à crisper, à coincer un peu. Et puis, une troisième phase de réinvention. Donc là, on a parlé de la phase d'intégration. Dans cette phase de désengagement, vous avez aussi analysé, décortiqué à travers les retours d'expérience, le vôtre et puis celui des femmes que vous avez interviewées,
comment elle arrive, en fait, cette phase de désengagement et sur quel point d'achoppement ça se cristallise? J'ai envie de revenir sur ce que vous disiez sur. Je pense que pour vous, la question du choix, elle s'est posée plus tôt que pour les. Parce que c'est intéressant. À un moment, vous avez dit ces femmes-là, elles sont identifiées, elles sont reconnues. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire que dans les parcours que j'ai pu entendre, il y a cette idée que en tant que fille, en tout cas, on est identifié, on est choisi, on est distingué parmi d'autres pour accéder à ce modèle de réussite qu'on nous vend. Et donc, il y a un peu cette idée de passivité, c'est-à-dire qu'on est tellement contente d'être identifié, reconnu, choisi avec un E à la fin, élu quelque part, qu'on ne se pose pas la question de mais est-ce que c'est vraiment mon choix en fait. Et donc ça, c'est très intéressant parce que je pense que en fait, ces femmes-là, elles se sont engagées sur l'autoroute, effectivement, elles ont tout de suite compris ce qu'on attendait d'elles. Donc évidemment, elles travaillent très très bien, ça marche bien, etc. Et puis à un moment, elles se sont dit non mais attends, en fait, moi, on m'a effectivement choisi pour intégrer le système, mais finalement, c'est pas celui qu'il me faut, c'est pas ce dont j'ai envie. Et là, je vais me dire, mais attends, mais qu'est-ce que je veux moi? Donc donc il y a vraiment un peu je pense qu'il y a une phase de stupeur où elles se disent à un moment, mais attends, mais elles regardent autour d'elles, elles se disent, mais c'est ça en fait le modèle qu'on me propose. Mais c'est pas ce que je veux. Donc, cette question du choix se pose finalement assez tard dans ces parcours parce qu'effectivement, elles sont engagées sur une voie de réussite, etc. On loue leur capacité à s'adapter, etc. Et puis, à un moment, c'est vraiment des petites choses. Je pense que c'est pour beaucoup de ces femmes, il n'y a pas vraiment de jours où elles se sont dit là ça va plus, c'est plus des petites choses qui au fur et à mesure leur font réaliser que finalement c'est pas la réussite qu'elles veulent elles, c'est pas l'environnement dans lequel elles veulent travailler et qu'elles commencent à exercer un vrai choix en fait. Oui, c'est en fait ce que j'aime bien dire dans ces cas-là, c'est que c'est comme si au bout d'un moment, être choisi ne suffisait plus. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a cette phase où c'est effectivement très exaltant de se dire je suis reconnue pour ma qualité, mon engagement. En plus, on mise sur moi. C'est-à-dire littéralement, quand on est identifié au potentiel dans un grand groupe ou dans un cabinet, etc., c'est que voilà, on a été vu, reconnu et on a tout ce qu'il faut pour aller au bout, entre guillemets, de la réussite telle qu'elle est conçue dans ce type d'organisation. Et il y a un moment donné, effectivement, où on s'aperçoit qu'on est oui, c'est chouette, on est en train de gravir une montagne et en même temps, à un moment donné, on s'aperçoit qu'on est en train de gravir une montagne qui n'a pas beaucoup de sens pour nous finalement et qu'on s'est peut-être trompé de montagne. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment des petites choses qui progressivement s'accumulent. Moi, je suis un peu comme vous. Moi, j'ai décidé de quitter mon métier alors que j'étais célibataire sans enfant. Donc, ça n'avait rien à voir avec j'ai envie de passer plus de temps à la maison, etc. Non, pas du tout. C'était vraiment le monde la façon d'exercer ce métier ne me convenait pas. Et donc, j'avais envie de le faire différemment. Donc, c'est pas forcément lié aux enfants ou à un burn-out, etc. C'est juste un constat qu'en fait, ce qu'on nous propose ne correspond pas à ce qu'on souhaiterait et ne correspond pas à notre définition de la réussite. Parce que je pense aussi qu'il y a plusieurs définitions de la réussite. Chacun a sa propre définition. Et donc, c'est ce moment où ces femmes se disent là, il est temps que je définisse ma réussite à moi. Et ma reconnaissance, et finalement, est-ce que la reconnaissance, elle vient pas de soi-même? Se reconnaître, c'est se connaître. Et donc, elles font cette démarche de dire qu'est-ce qui est important pour moi et est-ce que c'est pas que je me reconnaisse moi-même avant tout finalement, puisqu'avant d'être reconnue par des tiers et d'être tout le temps choisie et d'être dans une situation un peu passive en fait face à la réussite. C'est choisir de se choisir à un moment donné, c'est-à-dire de faire le choix d'aller se connaître davantage, de voir qu'est-ce qu'on a envie d'activer finalement comme part de soi et surtout dans la forme. Parce que ce que j'entends et ce que j'ai trouvé très intéressant également dans votre livre et dans la manière dont les témoignages font écho les uns aux autres, c'est sur cette troisième phase qui est la phase de réinvention où finalement, il n'y a pas forcément, et moi je le constate aussi chez mes clients, il n'y a pas forcément cette envie de faire table rase du passé. On n'est pas dans quelque chose de l'ordre de j'arrête tout, je vois tout balader et je m'installe dans le Larzac et j'élève mes chèvres. Enfin voilà, un peu la caricature de stop, le trop plein.
Donc, je trouvais intéressant qu'il y ait quand même ce point commun d'une forme de cataclysme qui se produit, que ce soit intérieur ou l'arrivée des enfants ou un burn-out pour certaines, etc. Donc, il y a une forme quand même de point de non-retour qui a été atteint dans la forme de désengagement. On se dit là, c'est cette accumulation de micro-moments ou de micro-événements, c'est stop, c'est la goutte d'eau. Là, il y a un point d'arrêt. Il faut que ça change. Et maintenant, je vais réinventer. Donc, je vais revenir à moi. Je vais partir de qui je suis et je vais construire une forme qui me ressemble davantage, à la fois dans le fond et dans la forme. Et donc, j'ai trouvé très intéressante de voir combien ça résonnait dans tous les témoignages que vous partagez, et puis même à travers votre parcours, de se dire, je ne vais pas forcément tout changer, mais je vais voir comment je peux garder ce qui me convient et ajouter une part de moi que je vais pouvoir exprimer davantage. Et donc, je vais prendre ma place complètement. Complètement, oui. Et d'ailleurs, du coup, ça fait moins peur parce que c'est effectivement pas. Je m'attendais à plus de reconversion totale avec reprise d'études, formation, etc. Passer d'un métier à un autre, mais finalement non. La grande majorité des femmes que j'ai interviewées et même de ce que je vois autour de moi, c'est pas des reconversions totales. C'est plus effectivement des manières d'exercer son métier différentes. C'est-à-dire que moi, les femmes que j'ai interviewées, elles aiment leur métier, elles l'ont choisi et c'était pas pour rien. Elles veulent continuer à l'exercer, mais elles veulent l'exercer différemment, selon des codes, selon des horaires, avec des personnes qu'elles choisissent. Et donc, elles veulent choisir tout. Et ça, c'est effectivement, et ça, c'est intéressant et du coup, c'est moins vertigineux que de vouloir tout changer et de se dire, je suis obligée de tout changer. Non, au contraire. Elles partent effectivement de leurs acquis et elles bâtissent sur ce qu'elles ont construit pendant toutes ces années. Donc, ça, c'était effectivement un point d'étonnement parce que je pensais que je rencontrerais plus de grands virages, en fait. Oui. Alors, il y en a, mais effectivement, il y a aussi une grande majorité de personnes qui, finalement, vont activer la carte de la transférabilité, de qu'est-ce que j'ai envie, comme vous disiez, ces personnes qui ont choisi, en général, le métier ou en tout cas le domaine dans lequel elles exercent. Elles ont acquis en plus une expertise, des compétences, une reconnaissance, un réseau aussi. Et donc, comment est-ce que j'emmène tout ça avec moi tout en m'assurant que je pars bien de moi. Ce n'est plus quelque chose de l'extérieur qui vient se plaquer sur moi, mais comment est-ce que je pars de qui je suis. Donc, ça passe par une connaissance de soi, comme vous l'avez dit, mais aussi de qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de garder, et non pas qu'est-ce que je ne veux pas ou ce dont je ne veux plus, mais vraiment qu'est-ce que j'ai envie de créer à partir de qui je suis. Et ça, je trouve ça rassurant, effectivement, de le mettre en avant de cette manière dans votre livre, à travers, encore une fois, l'écho des témoignages, parce que je crois que c'est un point bloquant pour beaucoup de personnes, parce qu'il y a un côté, quand on est dans la réussite, je ne sais pas si ça va résonner pour vous, à la fois dans votre parcours et puis aussi pour les personnes que vous avez interviewées, mais ça peut être très compliqué aussi de reconnaître que, en fait, ces personnes-là, elles ont quand même un peu tout, quoi. Donc, dans l'imaginaire collectif, il y a un petit côté caprice en fait, c'est des personnes qui sont souvent des piliers d'ailleurs ou des références, des points de référence dans leur environnement professionnel et personnel. Et donc, vouloir tout changer d'un coup, ça peut parfois être incompris. Ça peut créer une surprise, mais aussi ça peut créer vraiment de l'incompréhension, voire même une forme de colère. Donc, je crois que c'est important de mettre en avant le fait que ça peut se faire en fait très en douceur et avec un changement qui sera finalement surtout intérieur. Et qui ne sera pas radical. Ouais. Qui ne sera pas radical, exactement. Du coup, sur ces profils aussi, quand vous parlez de cette phase de réinvention, il y a principalement la piste de l'entrepreneuriat ou en tout cas du statut indépendant qui est le choix principal qui est pris en fait, par ces personnes-là, qui vont se créer finalement un costume sur mesure plutôt que de rentrer dans un costume qui est déjà tout fait. Et ce que j'entends chez mes clients et qui résonne aussi, je crois, dans votre livre, c'est cette envie souvent de dépoussiérer finalement les codes du métier qu'elles ont exercé par ailleurs dans un système préexistant et comment est-ce qu'elles ont, elles, envie de construire les choses à leur manière.
Vous avez évoqué quelque chose auquel je tiens beaucoup, qui est « je choisis tout ». Et donc, effectivement, elles font le choix des codes, des horaires, c'est-à-dire vraiment de l'organisation spatio-temporelle, des personnes avec lesquelles elles vont travailler. Et vous, c'est quelque chose que vous avez fait justement dans le virage que vous avez pris. On est vraiment dans cette logique de la transférabilité, c'est-à-dire que vous étiez avocate et vous avez créé votre structure de traduction juridique. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment est-ce que ce virage-là s'est dessiné pour vous. Est-ce que ça a été un choix évident? Est-ce que ça a été le fruit d'une réflexion un peu au goutte à goutte? Comment ce choix-là, de cette forme-là, de cette structure-là s'est fait? Alors, en fait, j'ai eu aussi la chance d'avoir des modèles dans cette approche parce que 2 de mes anciennes consoeurs du dernier cabinet d'avocats dans lequel j'étais avaient pris cette voie-là. Donc, je voyais de mes yeux qu'elles s'en sortaient très bien, qu'elles avaient plein de clients, que ça marchait bien, etc. Donc, j'avais déjà l'idée que c'était possible et que ça marchait bien. Et alors, je vais vous raconter un truc. Et très concrètement, en fait, avant de démissionner, je suis allée visiter des bureaux parce que j'avais besoin de m'imaginer concrètement tous les jours dans un bureau et dans lequel j'allais faire ce que j'avais donc envie de faire. Et donc, j'ai vraiment eu besoin d'aller visiter. Donc, entre midi et 2, j'allais visiter des bureaux et je me mettais dans le bureau, je m'asseyais, je me disais, bon, alors, est-ce que ça, c'est OK? Est-ce que tu vas passer tes journées-là à traduire des documents et tout? Et en fait, la réponse était oui. Et donc, c'est vraiment ça. C'est marrant. Hein, j'ai eu besoin de m'imaginer dans ma nouvelle vie, mais de manière très concrète. Donc voilà, je suis allée voir ces 2 anciennes collègues qui m'ont dit, mais oui, mais viens, installe-toi, il y a du boulot, voilà comment on procède, voilà les tarifs qu'on applique. Donc, elles m'ont aussi bien coaché avant que je m'installe. Et donc, ça s'est fait, voilà, ça s'est fait comme ça. Ce que je savais, c'est que je voulais être à mon compte. J'ai hésité à m'installer comme avocate. Et puis, je me suis aperçue que finalement, ce que j'aimais dans mon métier d'avocate, c'était les mots, la rédaction, la traduction, le passage d'une langue à l'autre. Donc, je me suis dit, bon, bah voilà, là, c'est encore plus simple. Je vais faire comme ces 2 collègues et puis je m'installe. Donc, j'ai pris un des bureaux que j'avais visité et voilà, je suis arrivée, je me suis assise, j'ai envoyé un email à tous mes anciens confrères et consoeurs en disant, bah voilà, maintenant je me suis installée comme traductrice et c'est parti, quoi. Et au bout d'un moment, quand on est devenu 4 ou 5, on a décidé de se regrouper au sein d'une structure, mais c'est vrai qu'au début, j'étais seule avec ces 2 mentors quelque part qui veillait sur moi et auquel je pouvais voilà, me raccrocher. Mais au début, j'avais envie d'être seule et de faire mon propre choix, mais alors dans tous les aspects, quoi. Ce que je trouve très intéressant, c'est effectivement il y a 2 axes pour moi. Il y a à la fois voir ce qui est possible, c'est-à-dire s'autoriser finalement à élargir le champ des possibles et aller observer qu'est-ce que je pourrais faire d'autre que ce que je fais aujourd'hui et selon quelle modalité. Parce que finalement, quand on part à son compte, effectivement, on part sur une page absolument blanche, si on veut. Et donc, c'est qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui existe autour de moi, qui fait un peu écho, qui pourrait être le début d'un fil que je pourrais tirer et que je pourrais aller explorer. Et puis, j'aime beaucoup cet axe de la mise en situation concrète, de se dire, moi, j'ai besoin de… C'est même pas juste d'imaginer, c'est besoin. Voilà, je suis dedans, je me visualise. Où est-ce que je mets mon poids crayon? Où est mon ordinateur? Voilà. Et ça me plaisait énormément, en fait, d'être seule dans mon bureau avec mes horaires, voilà, j'avais tout choisi. Je me suis dit, bah oui, c'est ça que je veux, en fait. Et justement, cette clarté sur ces choix, sur l'ensemble de ces choix, de ce qui fait qu'à un moment donné, cette envie prend concrètement forme, à la fois dans le fait d'être en indépendante, sur de la traduction juridique et dans tel bureau, selon tel format, avec telles envies. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait… j'ai entendu que c'était le fruit d'une réflexion, etc. Mais est-ce qu'à un moment donné, c'est une évidence et toutes les briques s'imbriquent? Ou est-ce que c'est vraiment au fur et à mesure que vous avez construit cette clarté de vision? Ça, c'est difficile. Je crois qu'en fait, je rêvais d'être seule dans un bureau
Donc c'était un rêve. En fait, quand j'en avais marre des horaires, du micromanagement, enfin de tout, voilà, de toutes les petites détails irritants de passer mes soirées au bureau alors que j'aurais pu faire autre chose, etc. J'avais cette petite fenêtre dans la tête où je me voyais seule, tranquillos, dans mon bureau à moi. Et je pense que ça me portait. Donc c'était un rêve en fait, d'être seule aux commandes de tout. Donc, ça me faisait rêver et du coup, je l'ai fait. Mais c'est vraiment une image, en fait, que j'avais dans la tête. Ce que je trouve très intéressant, et je le retrouve beaucoup, moi aussi, dans mon parcours et dans les personnes, encore une fois, qui ont eu ces parcours-là, c'est cette envie, finalement, de créer des choses, d'être un peu aux manettes de son propre laboratoire et d'oser se composer vraiment son costume sur mesure, son environnement sur mesure. Et je crois que ça pose aussi vraiment la question qui nous est peu posée quand on se construit dans notre vie d'élèves, d'étudiants et puis de jeunes travailleurs ou jeunes travailleuses. C'est vraiment dans quel environnement de travail as-tu envie de travailler ou avez-vous envie de travailler? Et aujourd'hui encore, quand on pose la question à des jeunes, quel est le métier que tu veux faire demain? On part, pour moi, on biaise parce que pour moi, la question la plus pertinente, c'est dans quel environnement est-ce que tu as envie de travailler? Est-ce que tu as envie de travailler seule, justement, comme vous disiez, cette envie absolument d'être enfin toute seule, tranquille et de gérer vos trucs à votre manière? Je crois que c'est comme quand on dit bah oui, je veux être infirmière, par exemple. Bah, une infirmière scolaire, une infirmière libérale ou une infirmière au CHU, on n'est pas du tout dans le même métier en termes d'exercice, finalement. Bien. Donc, je trouve très intéressante cette logique de en fait, oui, là, je constate que j'ai réussi, j'ai été choisie, mais ça ne me convient plus. Voilà, je m'aperçois que je suis en train de gravir une montagne qui n'est pas celle qui résonne le plus pour moi, et j'ai envie d'autre chose. Je pense que ça peut être intéressant d'inviter, en fait, quand il y a ces envies de changement-là et qu'on est complètement dans le flou, d'aller interroger l'environnement dans lequel on a envie de travailler et qu'on a envie de se créer finalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en fait, on revient sur cette histoire de forme et de fond. Je pense que sur le fond, souvent, il n'y a aucune question que le métier qu'on exerce, ça nous va. Mais la forme, la manière, où, quand, avec qui, dans quel endroit, est-ce que c'est un bureau où il y a plein de monde? Est-ce que c'est un open space? Est-ce que j'ai des horaires hyper stricts? Moi, je trouve que c'est super important. Et aujourd'hui, avec les coworking, le télétravail, etc., on a cette chance de pouvoir un petit peu redéfinir la manière dont on travaille. Et je pense que l'idée qu'il faille être au bureau de 9h à 19h assis sur une chaise entre quatre murs sous la surveillance de notre supérieur hiérarchique, 5 jours sur 7, je veux dire, c'est quand même c'est long, c'est bizarre d'enfermer des gens pendant tant d'heures sur tant de jours, pendant une semaine pour les faire produire. Je pense que ça, c'est un peu terminé et qu'il y a certaines personnes qui vont oser travailler autrement dans ces aspects formels et vraiment très concrets, effectivement. Là, on est vraiment sur du concret. Quand, avec qui et comment, en fait. Tout à fait. Et dans le titre même de votre livre, Merci mais non merci, comment les femmes redessinent la réussite sociale, cette notion de réussite sociale, on voit bien qu'elle est questionnée, qu'elle est recomposée finalement, qu'elle est réinventée. Au regard de votre parcours, de l'écriture, enfin de l'enquête d'abord, de l'écriture de votre livre et puis des retours que vous avez collectés, aujourd'hui, ces femmes dont on parle aujourd'hui, quelle est leur envie et quelle est leur définition de cette réussite sociale? Alors, je pense que pour ces femmes et comme pour moi, réussir, finalement, c'est réussir toutes ses vies. Donc, c'est-à-dire pas seulement sa vie professionnelle ou pas seulement sa vie personnelle, mais c'est arriver à ce mélange et cet équilibre, finalement, entre toutes ces... Être bien partout, en fait, être bien à la maison, être bien au bureau, être bien avec ses amis, avec sa famille. C'est, voilà, je parle de réussite inclusive, mais c'est vraiment réussir tous les aspects de sa vie. Je pense que c'est ça. Et puis, à nouveau, la réussite, elle est différente pour chacun. Donc, il y a cette idée aussi qu'il n'y a pas qu'un modèle, il n'y a pas qu'un moule de réussite sociale et que donc, chacun peut inventer son propre modèle. Et ça aussi, ça libère énormément parce qu'on n'est plus sur le schéma réussite professionnelle égale de l'argent, un statut, un titre.
et du pouvoir. Je pense qu'il va y avoir d'autres définitions de la réussite qui vont se développer et qui vont du coup permettre de libérer les gens sur ce point-là. Donc, j'entends réussite inclusive, réussite sur mesure, c'est-à-dire finalement selon sa propre grille de référence. Et je pense que votre livre justement contribue à rendre visible et audible la validité de cette envie-là de se créer quelque chose, un modèle sur mesure. Donc voilà, je choisis tout. Moi, c'est vraiment un credo qui m'accompagne depuis toujours. Et j'espère qu'avec le livre que vous avez écrit et puis les messages qu'on est de plus en plus nombreuses à porter, c'est quelque chose qui va être entendu et sur lequel on va s'autoriser de plus en plus à se construire quelque chose qui nous ressemble avant d'essayer de rentrer dans le costume préexistant ou dans l'environnement préexistant. Après l'écriture du livre, les échanges que vous avez aussi suite à la sortie, vous diriez du coup quelles sont les meilleures chances à mettre de son côté pour se créer une vie choisie, justement, selon vous? On a parlé de l'environnement, mais plus globalement, est-ce que vous avez identifié des ingrédients qui restent aujourd'hui, qui nous mettent sur la bonne voie pour des personnes qui sont aujourd'hui dans le questionnement de qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Mais je pense qu'il faut vraiment rester ouvert et regarder ce que font les autres. On parlait des modèles tout à l'heure, mais ne pas hésiter à regarder ce que font ses voisins, ses amis, comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils mettent en place, etc. Écouter des podcasts. Aujourd'hui, on a plein de moyens de s'informer. Et comme vous disiez à un moment, et c'est là où on s'aperçoit qu'en fait, c'est possible qu'il y a il y a un autre moyen de réussir et donc du coup, ça ouvre, je pense, des fenêtres dans la tête, justement. Donc, s'informer, regarder ce qui se passe, regarder comment font les autres, qu'est-ce qu'ils font ensemble, etc. Rester ouvert. Et puis, effectivement, ensuite, de manière très concrète, partir de soi-même et de se dire, mais de quoi j'ai envie de manière très concrète, très quotidienne, et qu'est-ce qui me pousse, voilà, qu'est-ce qui me fait rêver dans ma vie professionnelle, quel élan j'ai, qu'est-ce qui me satisfait. C'est vraiment au niveau granulaire, qu'est-ce qui me satisfait dans mon boulot, quelle tâche me procure du plaisir quand je l'accomplis. Enfin, voilà, c'est vraiment se poser les questions à partir de soi, effectivement. À partir de soi et avec l'objectif d'avancer avec plus de justesse et plus de joie dans son quotidien. J'aime beaucoup cette notion de granulosité, d'aller vraiment dans le détail et dans le concret, presque dans la sensation. Partir de soi, notamment quand on est dans une vie qui va à 100 à l'heure, c'est quelque chose qui est un exercice parfois délicat. C'est-à-dire qu'en plus, comme on est valorisé, reconnu, promu dans un système qui fonctionne et dans lequel on joue le jeu, avant de faire un pas de côté concrètement dans sa carrière, c'est important de faire un pas de côté aussi dans sa vie, dans son quotidien. Est-ce que c'est toutes ces femmes-là qui ont fait ces évolutions de carrière, cette transformation, ont systématiquement, par exemple, démarré un travail de coaching? Est-ce qu'il y a eu ce travail, en tout cas ce réflexe de se dire j'ai besoin de quelqu'un ou d'une forme qui va m'aider à faire ce pas de côté pour définir quelle est la suite que j'ai envie et que je choisis de donner à la suite de mon parcours? Alors, pas chez toutes, mais effectivement, sur la cinquantaine que j'ai interviewée, je pense qu'il y en a une petite dizaine qui a fait un travail, effectivement, de tout reprendre à zéro avec un coach, avec un tiers pour essayer de définir et pour être accompagné dans cette redéfinition de leurs aspirations et de leurs priorités. Oui, il y a eu pas mal d'utilisation de ressources externes, effectivement, à cette fin. Et il y a une remarque que je me suis faite aussi à la lecture de votre ouvrage, c'est, alors je suis très contente qu'il y ait des hommes qui osaient venir vous dire, moi aussi en fait, c'est un modèle dans lequel je me reconnais pas, et je pense qu'il y en a de plus en plus qui s'ouvrent à une autre voie que celle-ci. Pour ma part, j'interviens régulièrement auprès d'étudiants notamment, et je suis marquée par le fait que c'est une génération qui, tout de suite, dès l'étape des études aujourd'hui, se pose la question en termes de pistes possibles de l'entrepreneuriat, du statut d'indépendant, là où nous, notre génération, le Graal, c'était d'avoir un gros poste dans une grosse entreprise ou dans un cabinet prestigieux. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir comment, par capillarité, on est déjà arrivé sur la génération derrière nous et celle encore derrière, à une forme d'évidence qu'il y a plein de pistes possibles et que j'ai envie de m'engager dans un parcours où le sens
et l'intégrité vont être au cœur de ma manière d'incarner ma vie professionnelle. Oui, oui. Je suis complètement d'accord avec vous. La génération d'après pousse aussi pour que les choses changent parce que eux, hommes comme femmes, ils se posent déjà ces questions d'équilibre, etc., de réussite inclusive à un âge auquel nous, on n'était pas du tout, voilà, on n'était pas du tout à se poser ces questions-là. Donc eux poussent aussi pour le changement. Et je suis complètement d'accord avec vous. Ils ont d'autres valeurs, ils ont d'autres définitions de la réussite, etc. Et ouais, eux, ils sont déjà dans cette réflexion. Et pour finir, peut-être, quel est ce qui vous a particulièrement marqué, ce que vous retenez de toute cette phase d'enquête, d'écriture et puis d'échange post-parution du livre? Quelle est peut-être la chose qui vous a le plus marqué en lien avec la question du choix, justement? Alors, j'avais envie de répondre. Ce qui m'a marqué, c'est la sororité que j'ai ressentie avec, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti à l'écriture de ce livre. C'est-à-dire que dans un premier temps, en essayant de trouver des femmes à interviewer, j'ai eu une réponse, je m'attendais pas à autant d'enthousiasme, etc., de simplicité dans la démarche. Et je trouve que travailler avec des femmes et entre femmes, c'est totalement différent de ce qu'on a pu de travailler avec un homme ou avec que des hommes. Ou voilà. Donc ça, pour moi, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Et que je pense qu'il faut explorer parce qu'à nouveau, c'est une nouvelle manière de travailler. Quand on met deux femmes ensemble, on va voir que la relation de travail, l'approche, etc., va être différente. Donc, c'est quelque chose à observer et peut-être, et pourquoi pas, dont il faut s'inspirer. Après, sur votre question en relation avec le choix, ce qui m'a marqué, je pense que je reviens à ce que je disais au départ, c'est que vraiment, ces femmes, elles étaient pendant plusieurs années, les études, les premiers stages, premières expériences, elles n'étaient pas dans le choix, en fait. Elles étaient vraiment dans être choisies et que c'est venu vraiment après. Et c'est intéressant de voir ce changement de… Alors, est-ce que c'est lié à l'âge? Est-ce que les nouvelles générations feront différemment? Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Le fait de ne pas du tout être dans le choix pendant plusieurs années et ensuite de devenir par la suite. Et pour vous, du coup, dans votre parcours professionnel, dans la structure que vous avez créée de traduction juridique, quelle est la prochaine étape? Quels sont les choix qui s'annoncent pour vous pour continuer de trouver ce juste déséquilibre finalement pour avoir une vie réussie selon vos propres… Ce qui s'offre vraiment, je pense que moi j'aimerais que la structure grossisse parce que maintenant on est 8 anciennes avocates, on n'est que des femmes, c'est pas, on serait ravis d'accueillir des hommes d'ailleurs. C'est de continuer à développer cette structure, à grandir, mais sinon je ne changerai rien. Voilà, comme j'ai tout choisi, forcément tout me va. Donc voilà, continuer dans cette voie en fait. Et c'est quoi la suite de ce livre, justement? Merci, mais non merci. L'accueil est assez incroyable, je trouve. Qu'est-ce que ça ouvre pour vous? J'ai l'impression d'avoir refermé un chapitre. J'avais vraiment besoin et envie d'écrire ce livre. Donc, je vous avoue que pour l'instant, je profite un peu de ce qui se passe, mais je ne sais pas sur quoi ça va déboucher. Mais on verra et je suis ravie de l'avoir écrit et je suis ravie de l'accueil qu'il reçoit, effectivement. Un grand merci, Céline, pour ce moment très agréable. Et puis, je souhaite une longue et belle vie à votre ouvrage. Merci, mais non merci. Comment les femmes redessinent la réussite sociale. Et bien sûr, on accueille les hommes dans cette réflexion-là avec grand plaisir. Et avec plaisir. Une vie choisie, surtout une vie choisie. Merci beaucoup, Céline. Merci, Oriane. Un grand merci à Céline pour sa confiance, ses partages et cette mise en résonance de nos parcours qui s'est prolongée au-delà de cet échange. Alors, que vous a inspiré cette conversation? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation? Et quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré? Sortez vos agendas et puis faites-le. N'hésitez pas à me partager par mail, via mon site ou sur les réseaux sociaux vos retours. Je serai ravie de découvrir de quelle manière cette conversation a résonné en vous et je serai ravie également d'échanger avec vous.
Et bien sûr, le livre de Céline est disponible dans toutes les librairies. Vous savez, ces lieux de nourriture essentiels. Si vous êtes une personne accomplie qui aspire désormais à réussir sa vie selon ses propres critères, si vous êtes dans une phase où vous avez envie de dire merci mais non merci et que vous aspirez à enfin faire les choses à votre manière sans vraiment savoir par quoi commencer, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes à se composer une vie choisie en coaching à distance. Alors, si vous avez envie de changement et que vous ne savez pas vraiment par quel bout prendre les choses, que vous êtes prêt ou prête à investir en vous, je vous invite à me contacter via mon site. Prenez rendez-vous pour une conversation initiale offerte et sans engagement, au cours de laquelle nous pourrons explorer si et comment nous pourrions travailler ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez cet épisode sur le site oriansavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter de Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine. Une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion ou d'une intention que je sème par mail chaque lundi et qui pourra germer au fil de la semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et pour lui donner davantage de visibilité, votre voix compte énormément et peut porter de différentes manières. La manière la plus efficace de le faire, c'est de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix, de partager votre enthousiasme par écrit en déposant une constellation et un avis, notamment sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et bien sûr, continuez de faire découvrir Avez-vous choisi aux personnes qui comptent pour vous et que l'idée de se construire une vie choisie pourrait réjouir. Enfin, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à travers mon site ou les réseaux sociaux, je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?